Eric, tu es entrepreneur depuis plus de 25 ans, tu es spécialisé dans la gouvernance, tu as une société qui offre aujourd'hui un soutien, un conseil en matière de gouvernance. D'ailleurs, tu coaches Alma parfois. Ouais, c'est un bonheur. Tu prônes une gouvernance de performance agile et mesurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gouvernance, en fait, aujourd'hui, elle est plus rigide comme elle était à l'époque, hein, qu'on appelait la gouvernance de complaisance, que j'ai tendance à appeler, qui faisait en fait que les gens venaient au conseil d'administration, disaient oui, disaient non, et ils partaient. Les enjeux, on les connaît tous, on les a vus aujourd'hui, c'est des enjeux majeurs, d'égalité salariale, de diversité et d'inclusion, on parle aussi évidemment de durabilité, etc. Finalement, ce qui change, c'est la prospérité de l'entreprise, c'est un nom nouveau qui veut dire tout. On a entendu des entrepreneuses et des gens magnifiques aujourd'hui qui essaient de changer le monde par leur vision d'entrepreneuriat. Et donc la gouvernance, elle doit s'accompagner là-dedans pour apporter cet équilibre. Est-ce que tu as l'impression que finalement, cette notion de gouvernance, elle a évolué au fil du temps, elle s'est adaptée aux nouvelles générations? C'est les générations qui changent la gouvernance et non pas la gouvernance qui change. Absolument. La gouvernance a beaucoup de retard dans la philosophie. Les lois sont là. Hein. Ces lois, malheureusement, elles ont une élasticité qui est assez rigide. On a de la peine à les faire évoluer. Mais finalement, c'est les gens qui font les choses. C'est pas les lois. Il faut qu'on ait envie de changer. Il faut qu'on ait envie de faire les choses. Justement, on parle, par exemple, de dividendes salariaux, par exemple, pour qu'on apporte plus de valeur, de partage des richesses, qui devient un des éléments essentiels, non pas de la nouvelle génération, mais moi aussi, je pense que c'est important. Est-ce que, Alma et Caroline, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a un espèce de fossé générationnel entre la gouvernance d'hier et la gouvernance d'aujourd'hui? Alma? Bon, moi, dans mon board, dans mon entreprise, il y a un décalage énorme parce qu'on a quelqu'un de plus de 60 ans et les autres membres de board, on est dans la trentaine. Donc, c'est vrai qu'il y a un décalage énorme, mais il y a une richesse aussi. Parce que dans le décalage, il y a l'expertise des années et nous, le digital, on a notre manière aussi qu'on veut peut-être dans la gouvernance à Equalens, c'est plutôt plus participatif. Plus qu'il y a une intelligence collective, c'est pas que le directeur prend la décision, mais sinon c'est tous ensemble. Donc il y a une autre manière aussi de faire. Et je pense que il y a la richesse de la intergenerational. Caroline, est-ce que tu vois aussi une différence par rapport à cette intelligence collective dans la fintech dans laquelle tu es, à Mexico, et peut-être dans un plus gros groupe comme le groupe Burrus? Ce que je vois, le groupe Burrus, on est assez traditionnel dans notre façon d'aborder la gouvernance. Mais je pense que c'est très lié à l'industrie. C'est l'industrie de l'assurance, c'est énormément de conformité. Vraiment, si on ne voit pas une loi passer, on est en gros la clé sous la porte. Donc je crois que là, on est obligé d'avoir un board qui est quand même assez senior, parce que c'est des personnes qui ont l'expérience du terrain, une vraie technicité de l'assurance. Je pense qu'il manque un petit peu des jeunes, un peu plus de... En fait, je pense qu'il manque des personnes qui vont dire « Ok, c'est super tes thèmes de la conformité, mais sache que la moitié de tes employés ont moins de 30 ans et comment est-ce que tu peux vraiment répondre à leurs besoins ?» Et ça, je le sens au niveau du groupe. Au niveau de Kiwi, j'ai pas encore eu cette expérience d'être sur le board. D'après ce que j'ai entendu, en fait, on a vraiment un board qui est très venture capitaliste, des investisseurs, et c'est typiquement un board qui est plus jeune et qui apporte des compétences qui sont moins techniques, précises sur une chose, mais beaucoup plus un éventail large de la start-up. Ouais. Eric? Oui, alors moi j'ai un certain nombre de conseils d'administration, c'est vrai. J'ai tendance à dire, je fais ça depuis de nombreuses années, ça s'améliore en ce sens que il ne faut pas oublier déjà qu'en Suisse, 75% des entreprises sont familiales. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut la remettre. Le père, la mère ou les cousins, les enfants prennent. Malheureusement, on sait qu'il y a certains enfants ne veulent pas reprendre le métier de leurs parents, ce que je comprends tout à fait. Mais on est dans une problématique. Et c'est là, en fait, où mon métier d'administrateur indépendant, ça veut dire qu'on est administrateur, mais on n'a aucune action dans l'entreprise. Ça veut dire que nos décisions qu'on va prendre vont forcément aller uniquement dans le but de garantir la pérennité de l'entreprise. Alors que quand on est actionnaire, on a un intérêt. C'est biaisé, même si on a cette vision, mais l'émotion, forcément, a une influence. Évidemment. On va juste interroger la salle par rapport à cette notion de gouvernance. J'aimerais que vous me disiez, mesdames, messieurs, comment vous percevez la gouvernance dans votre quotidien. J'aimerais savoir si pour vous c'est un mal nécessaire, si ce n'est pas utile, si ça gagne en maturité ou si au contraire ça devient indispensable. Waouh, indispensable à 100%.
Je suis content, c'est bien. Ah, pas utile à 17%. Mais ça reste quand même une très forte majorité de gens qui pensent que c'est indispensable. Donc, effectivement, il y a une notion aujourd'hui qui change cette matière de gouvernance, c'est le digital, la connectivité. Comment est-ce qu'on peut imaginer une gouvernance différente avec ces nouvelles technologies, Alma? Il faut quoi? Plus d'agilité? Il faut arriver à... Parce que j'imagine qu'à 60, 70 ans, la notion du digital, c'est une notion qui peut être compliquée, complexe à intégrer dans une entreprise. Oui. Malgré tout, on doit offrir les clés nécessaires à ces gens-là pour pouvoir déjà être formés, pour ensuite, deux, arriver à pouvoir maîtriser les outils et à intégrer ça dans une gouvernance. Après, c'est comme on peut aussi partager les connaissances. Non, moi, je disais, avec mon board, moi, je n'ai pas des connaissances de finance. Et cette personne qui a plus d'années, il rendre ça. Moi, je le connaissais plus de digital, gaming, et j'amène ça. Donc, je pense que c'est comme on peut avoir un bon équilibre d'échanges et comment on peut utiliser le digital et l'intégrer dans l'entreprise, dans les échanges de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. Regarde Eric, parce que Eric la coach. Eric, est-ce qu'on pourrait faire ça la semaine prochaine, s'il te plaît? Caroline? Je pense que là, on peut mieux utiliser le digital, c'est dans le partage de connaissances, effectivement, comme tu le disais, et dans la communication, parce qu'au final, donc un board va se retrouver 3 fois ou 4 fois par an, mais il y a quand même des échanges qui sont complètement nécessaires entre-temps pour suivre, je ne sais pas, les derniers drafts du moment, les dernières tendances. Donc je pense que ce serait intéressant de pouvoir avoir une plateforme d'échange. Après, la seule chose qui est un peu compliquée, c'est qu'en général, une personne qui est sur un board est sur soit plusieurs boards ou au sein d'une entreprise. Donc elle ne peut pas être complètement tout le temps happée par des informations sur une des entreprises. Donc c'est hyper compliqué en fait de se scinder entre plusieurs thématiques. Classifier un peu les informations. Exactement. Ouais. Bon, là, on touche un élément absolument essentiel parce que moi, j'aime bien le digital, mais le board, c'est avant tout des relations humaines. C'est des gens. Un board, ça se prépare. C'est pas simplement venir à l'assemblée, juste regarder les documents 10 minutes avant. C'est très important parce que finalement, quand on prend des décisions, l'important, c'est quand on décide, on doit bien mesurer l'importance de sa décision. Au vote, je dis oui, je dis non, elle aura un impact. Et donc, je pense que les anciens boards, c'était comme ça. On venait, on disait, le CEO nous faisait une présentation, le président proposait une votation, OK, on y va. Aujourd'hui, un vrai conseil d'administration qui est régi par des membres qui sont conscients de leurs responsabilités, prépare à l'avance, se voit, discute, anticipe, mais surtout, un board, moi où je suis, je vais discuter avec les employés, je suis là, on doit avoir une interaction, on n'agit pas, on ne force pas, on n'impose pas, mais on doit comprendre la culture de l'entreprise, on doit comprendre l'industrie pour savoir les décisions qu'on prend, quel est l'impact qu'elles auront, parce qu'on a des employés et sans les employés, il n'y a pas d'entreprise. J'aimerais vous entendre sur cette notion de leadership et de rebelle. J'aime bien cette notion de rebelle. Est-ce qu'elle est acceptée aujourd'hui? Alma, chez toi, oui, parce que tu as créé quelque part un univers qui te correspond, mais quelque part, est-ce que dans les PME et dans les grandes sociétés, on a le droit d'être rebelle et de bousculer le leadership? Je pense qu'on peut essayer. Alors, essayer et réussir, c'est pas la même chose. On doit, en fait. On doit, mais est-ce que déjà, c'est accepté dans la philosophie de l'entreprise, et après, comment est-ce qu'on peut faire pour le mettre en place? Je crois que c'est très difficile de généraliser. Il y a certaines entreprises familiales, par exemple, où on peut challenger parce que le patriarche va voir, bon, il y a des nouvelles idées qui peuvent émerger. Mais il y a certaines autres entreprises qui vont être hyper protectionnistes et qui ne vont pas accepter d'être challengées en disant, bon, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, ça a toujours marché. Donc, je trouve ça extrêmement compliqué de généraliser là-dessus. Je pense dans tous les cas, si on a une idée, si on a une idée d'une stratégie innovante, d'un nouveau marché, d'un nouveau, je sais pas, canal de communication ou autre, il faut pouvoir porter l'idée à un niveau au-dessus et il faut pouvoir cravacher le niveau au-dessus pour qu'il porte l'idée encore plus haut. Aller directement au top, c'est assez compliqué. Ouais. Encore maintenant. Eric, est-ce que l'esprit rebelle est accepté? Oui, c'est là, quand on parle de shadowboard, toutes ces choses-là, c'est là où justement il faut secouer, quoi. Je veux dire, je pense que le pire, c'est quand les gens restent dans leur paradigme.
Et donc la constitution du board idéal, on peut en faire des théories, etc. Mais de nouveau, c'est l'humain. Et donc si on arrive à faire intervenir des gens qui nous font part de leur expérience, eh ben, ça va faire que le board va vivre, il va changer, donc il va pouvoir mieux s'adapter aux changements. Parce qu'aujourd'hui, on a des changements. Hein. Il y a 20-15 ans en arrière, les changements technologiques qui, pour moi, sont l'un des éléments les plus grands enjeux pour une entreprise d'aujourd'hui, c'est les changements technologiques, que l'on produise un produit ou qu'on utilise un produit pour produire ce que l'on vend, c'est essentiel. Et si on n'est pas proche du terrain, eh ben, on perd complètement le contrôle. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une déconnexion entre la nouvelle génération et ces entreprises très traditionnalistes? Dans le tissu économique ici qu'on a un roman, c'est PME très traditionnalistes. Oui, mais ça se voit aussi avec la digitalisation, hein, par exemple. Donc effectivement, c'est compliqué. Quand on est un entrepreneur, on a énormément de risques, de plus en plus de risques qu'on prend. Les réglementations augmentent, la concurrence devient de plus en plus exacerbée. On a beaucoup d'incertitudes. Et on doit encore ajouter des choses qui sont la durabilité, qui sont l'égalité, ce qui est des bonnes choses, hein, je ne suis pas contre. Sauf que ça s'ajoute en plus au quotidien, parce que quand on a, je sais pas, 20, 30 employés, il faut sortir les salaires tous les mois. C'est une vraie pression. Toi, Alma, tu parlais de la solitude du dirigeant. C'est un vrai enjeu, en fait. Et donc, il faut que ces sociétés évoluent. Elles n'évolueront seulement si les jeunes s'intègrent justement au board, au niveau des décisions. Mais juste pour rebondir, pour moi, parce qu'en tant qu'arrivé, même dans mon board, ça ne marche pas, et avec les investisseurs, ça ne marche pas toujours. Et c'est que pour moi, c'est très, très important, c'est naviguer, apprendre à naviguer les gens et apprendre à communiquer et trouver le entre-milieu des expectatives de mes investisseurs, qu'ils veulent des profits, et moi, ma vision des choses. Donc, je pense qu'il y a une manière c'est la communication, la clé. Dans mon job en tant que directrice, c'est comment j'arrive à rendre les gens avec moi en croyant qu'ils vont aussi dans son chemin. Et on va le faire, mais il y a des priorités, mais c'est un enjeu. Et c'est pour moi la clé du leadership, c'est la communication. Si tu es fort en communication, tu peux vendre ton idée comment j'ai vendu. Et Donc je pense que la clé, c'est comment tu arrives à jouer avec les expectatives, et naviguer. J'aimerais vous entendre encore sur un point qui me paraît important, c'est que votre nouvelle génération, Alma et puis Caroline, vous avez quand même un pouvoir d'action, de mobilisation de nuisances grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on avait nous ou l'ancienne génération. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment est-ce qu'on l'utilise? Et est-ce que la nouvelle génération est consciente de ça et de l'impact et du pouvoir de nuisance qu'elle peut avoir? Je pense que la nouvelle génération est consciente. On peut aller sur LinkedIn et on regardera toutes ces choses qui sont passées avec les aéroports. En gros, tous les posts LinkedIn, c'était « j'ai perdu mes bagages »,« EasyJet »,« KLM ». Je pense que les personnes réalisent qu'ils ont une voix sur les réseaux et c'est ça qu'ils utilisent aussi en primordialité. Donc, conscience, clairement qu'on l'a. Après, des impacts néfastes qu'on peut provoquer, peut-être pas forcément. On ne sait pas à quel point toutes ces informations sont partagées, sont vues par tout le monde. Donc je crois que conscience, pas forcément. Alma? Non, ça c'est un très bon point. Moi, j'ai trouvé des clients, des investisseurs avec LinkedIn. Donc je pense que oui, les réseaux sociaux, ils ont un pouvoir énorme. J'ai trouvé des clients, donc c'est juste génial, le pouvoir des connectivités avec des gens aux US, au Texas, je vais avoir un client, et je suis en Suisse, donc c'est juste super quand tu trouves des personnes avec tes valeurs dans un autre coin de la planète. Donc je trouve que le pouvoir des connexions, c'est super. Mais après, il faut savoir aussi comment on utilise notre image, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on sait, parce que moi, I take a stand on what I say, donc et il faut savoir que voilà, I have haters. Je sais qu'il y a des personnes, mais tu dois être aussi, j'ai une manière de faire de business, qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir faire de business, mais pour moi, c'est OK. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut aussi être conscient de que quand tu es en lumière, tu vas avoir des followers, mais tu vas avoir aussi des personnes qui ne vont pas te suivre et assumer. Eric, oui, bon, ben là, c'est je veux dire, c'est l'homme de gouvernance qui dit, effectivement, il y a des lois. Hein. Je veux dire, au-delà des images, il y a des lois. La loi de protection des données qui arrive en 2023 en Suisse. Il y a aussi de l'éthique, parce qu'au-delà des lois, il y a aussi l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait avec les données? Puisqu'on a eu des entreprises qui exploitent les données sans qu'on le sache, etc.
Et la jurisprudence va s'installer en Suisse, puisque la loi de la protection des données n'est pas très claire sur les pénalités. Mais voilà, donc on va être dans une progression. On connaît aussi l'inertie des tribunaux. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'avec la rapidité des réseaux sociaux, il y a un décalage complet, quoi. Donc, par exemple, dans le EdTech, où je suis, éducation et technologie, presque toutes les entreprises, ils font des pognon d'argent avec les données. Ah ouais. Et mon entreprise, on ne fait pas d'argent avec les données. On ne va jamais toucher ça. Ça, c'est pour profiling des enfants, c'est pour les enfants, mais pas pour les vendre. Donc, ça, il a rendu la manière de faire de business avec un éthique. Donc, mais on ne fait pas d'argent. Puis on pourrait, mais ce n'est pas le but. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous trois. On peut vous applaudir. Merci pour votre partage, vos compétences, vos regards. Merci.